sur Sud Radio, nous allons prendre de la hauteur avec vous, André Berkoff. Il serait temps. Eh oui, vous êtes un grand voyageur et vous allez nous raconter ce fabuleux tour du monde que vous avez fait il y a quelques années à la découverte de 52 hôtels mythiques de la planète sur 4 continents. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir Est-ce que vous avez été inspiré par Jules Verne, j'imagine? Non, pas spécialement. Non, j'ai été inspiré, en fait... Bon, je vais vous dire très rapidement, je dis ça à tout le monde parce qu'aujourd'hui, on va tous partir en voyage, très près, très loin, et partout. Et j'avais envie de faire ce tour du monde, évidemment, comme moi, comme je crois qu'on est très nombreux à ça. Je me dis, mais quel thème? Et ça s'est passé, je vais vous dire, le clin d'œil, le clic, ça s'est passé à la Mamounia, le palace de Marrakech, très 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 connu, évidemment, qui a un siècle. Et je vais à la Mamounia, et vous savez, à la Mamounia, il y a un couloir dans l'hôtel où il y a toutes les photos des acteurs, des films, de tous les gens qui sont venus, évidemment, les personnalités qui sont venues à Marrakech et à la Mamounia. Notamment, je rappelle, Alfred Hitchcock, qui a tourné L'homme qui en savait trop, avec Doris Day et James Stewart et Daniel Gélin. Orson Welles, qui a tourné Othello. Et puis, je tombe sur une photo incroyable, le général de Gaulle, en képi, avec un cigare, un double Corona de 20 cm, vraiment. Or, ça n'existe pas. Il n'y a pas de photo du général de Gaulle avec un cigare. Avec des cigarettes, il y en a 400 000, enfin, il y en a énorme. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où elle vient, cette photo? Je vais voir le directeur de la Mamounia. Je lui dis, mais dites-moi, cette photo de Gaulle que vous avez, elle vient d'où? Ah, monsieur, ça a été pris dans les jardins de Marrakech, de la Mamounia. Je dis, mais comment ça? Et il me raconte, conférence de Casablanca, 1943, où il y avait Churchill, où il y avait Roosevelt et il y avait De Gaulle. Churchill qui connaissait très très bien Marrakech, la Mamounia, parce qu'il allait peindre là-bas, le Winston. Il dit à De Gaulle, vous connaissez Marrakech? De Gaulle lui dit, non, je suis jamais allé. Allez, je vous emmène. Ils ont passé 2-3 jours là-bas. Et ils ont dîné, et évidemment, Churchill, grand fumeur de cigarettes pour l'éternel, tend cela à De Gaulle. Et je me suis renseigné après, et je me suis dit, la seule photo au monde de Gaulle avec un cigare, je me dis, mais attendez, il faut raconter. Ces hôtels, pendant des décennies et décennies, ont connu les politiques, les acteurs, et je suis parti, et pendant 2 ans, effectivement, j'ai collectionné des histoires incroyables, parce que ces hôtels, Céline, ce sont les miroirs du monde. Ce sont, comme disait Cocteau, des miroirs qui réfléchissent et qui racontent l'histoire de 4 continents, de centaines de pays sur la planète, parce que tout le monde, à un moment donné, qui compte, est passé dans ces hôtels. Et oui, et vous êtes parti donc en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, et ce pendant 2 ans. Vous allez nous raconter donc dans un instant sur Sud Radio votre itinéraire enchanteur. Alors restez avec nous. Sud Radio. L'île de Pâques et Kérouan et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone. Et oui, quelle sublime invitation au voyage, André Berkoff. Vous qui avez fait le tour du monde, je précise que vous avez même fait 2 fois le tour du monde. Avez-vous visité tous ces lieux cités par Henri Salvador dans cette chanson? Et non, Céline, j'aurais aimé, mais vous savez, ça c'est le rêve, je crois, de tout voyageur. Cette chanson magnifique, siraqueuse, composée par Bernard Dimet et chantée par Henri Salvador. Et chaque vers donne 2 ou 3 lieux. Alors disons que, on va pas énumérer ça, j'en connais la moitié. Mais évidemment, l'île de Pâques, non, je ne connais pas l'île de Pâques encore. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand même, encore une fois, c'est que cette espèce de voyage à travers le monde, je voudrais qu'on parle justement de ce mystère des hôtels. Et oui, effectivement, parlons à présent de ce tour du monde des hôtels mythiques que vous avez fait et que vous avez raconté à l'époque dans un livre intitulé La mémoire des palaces, paru chez Fayard en 1991. Il sera bientôt réédité, ce livre, André Berkoff. Dans cet ouvrage, eh bien, vous racontez l'histoire de 52 lieux exceptionnels. Comment, à l'époque, vous les avez sélectionnés, ces lieux? Écoutez, d'abord, on s'est renseigné avec mon ami Jean-Alexis Pougatch, qui s'occupait à l'époque de Forum Voyage.
Et on a vu les hôtels où effectivement il y avait des histoires. Vous savez, ces hôtels, qu'ils soient palaces ou pas, c'est pas forcément des palaces. Évidemment, il y a beaucoup de palaces. Et puis il y a des hôtels mythiques. En quoi ils sont mythiques ? Sur trois choses. Quand vous êtes dans cet hôtel, je vais vous dire, vous êtes dans le ventre de votre mère. Vous êtes vraiment dans le liquide amniotique. On s'occupe de vous. Vous n'avez rien à faire. Vous entrez. Vous êtes, évidemment, le temps, si vous avez les moyens, et le temps que cela dure, quelques jours, ou une semaine, ou un week-end, vous êtes choyé, vous êtes nourri, vous êtes logé, vous êtes blanchi, et je vous ai l'impression, évidemment, éphémère et un peu fausse, que tout est possible. Et vous allez voir, on va en parler, qu'il y a les caprices les plus fous qui peuvent être exaucés dans un certain nombre de palaces. C'est le luxe, c'est le calme, c'est la beauté. Et je dirais, d'ailleurs, à personne, beaucoup de gens me disent, oui, mais attendez, il faut avoir les moyens de... Je vais vous dire, quand vous allez au bar de l'hôtel, ça coûte pas grand-chose. Vous êtes dans une ville, n'importe laquelle de ville. Renseignez-vous sur le palace de la ville, le palace mythique, le palace historique. Et vous allez prendre un verre au bar. Et vous allez voir, rien que prendre un verre dans un bar d'hôtel mythique, vous êtes déjà ailleurs. Oui, vous parce qu'on a quand même tous les moyens, effectivement, de prendre un simple verre, voilà. un simple cocktail, un Coca-Cola, voilà. Et déjà, ou un café. Ça suffit. Mais il faut quand même respecter une certaine tenue, André. Bah oui, vous n'allez pas en tongs et en clair. bermuda, c'est clair. Là, dans cela, là, il faut un peu être habillé, mais pas être habillé en smoking. Enfin, il faut avoir une certaine tenue. Mais ce qui est encore une fois extraordinaire, je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé à l'Oriental de Bangkok, l'Oriental de Bangkok est un hôtel classique, mais, il y a une aile qui date de 1888, il y a 4 suites. Vous arrivez là-bas. Et je me rappelle, j'entre, il y a un bar avec des rideaux de bambou, comme ça. Et il y avait un black qui jouait September Song, on va en reparler bien sûr. Mais vous avez des bars, vous entrez dans le bar, et encore une fois, vous n'êtes plus au XXe siècle, au XXIe siècle, vous êtes vraiment ailleurs, et cet ailleurs-là, c'est ça qui fait la spécificité absolue de ces hôtels mythiques. Oui, alors, décrivent le monde. Et oui, alors votre tour du monde, vous l'avez fait de Paris à Hollywood, de Rio à Taipei, puis du Caire à Moscou, et à Paris, eh bien c'est au Ritz que vous avez fait escale, et dès son ouverture, il y a maintenant 126 ans, André, ce palace est devenu un lieu prisé du tout Paris. C'était notamment l'un des lieux fétiches d'Hemingway. Racontez-nous pourquoi. Oui. C'était un lieu d'Hemingway, mais avant de vous raconter Hemingway, je vais vous dire, il y a eu 3 personnes. Il y a eu 50 personnes qui sont passées, évidemment 500 personnes qui sont passées par le Ritz. Je rappelle 2 choses quand même, le Ritz, c'est très intéressant. Quand les Carnegie, les Vanderbilt, je pars dans les époques fin 19e siècle, arrivaient à Paris, ils arrivaient au Havre, ils venaient en bateau, hein. Et puis ils venaient en bateau avec leur domesticité, avec leurs valises, etc. De là, ils prenaient une voiture et ils arrivaient au Ritz. Et au Ritz, c'est intéressant parce que le personnel habitait en haut, dans les chambres du haut, et puis les milliardaires dans les chambres du bas. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est 3 personnes. D'abord, Marcel Proust, l'auteur de la recherche du temps perdu, l'un des plus grands écrivains français, et j'ai besoin de le dire. Et je vais vous dire, chaque jour, Marcel Proust, pendant 10 ans, dans les années 1900, 1910, 1914, il habitait à Boulevard Haussmann et il allait à pied au Ritz. Il est entré au Ritz et là, il demandait le maître d'hôtel. Le maître d'hôtel, pendant 30 ans, c'était un certain Olivier Dabesca. Et il lui disait alors, Olivier, oui, monsieur Proust, dites-moi, qui est venu manger aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, nous avons eu le Maharaja de Baroda, nous avons eu Jean Cocteau, nous avons eu la princesse de Greffule. Ah oui, alors comment ils étaient habillés? Et c'est extraordinaire, c'était pas Voici ou Gala, c'était Proust qui notait tout, qui notait les conversations que lui rapportait le maître d'hôtel, et c'est ça, entre autres. Donc, 10 ans au Ritz, il arrivait à 15h, 16h, il prenait un thé, et c'est ça qui a alimenté, notamment, à la recherche du temps perdu. Voilà, Proust au Ritz. Ensuite, évidemment, comment ne pas parler de Coco Chanel? Coco Chanel avec ses studios rue Cambon, juste derrière le Ritz, et Coco Chanel a vécu au Ritz dans une suite pendant 20-25 ans. Et oui, jusqu'à la fin de sa vie, André.
Jusqu'à la fin de sa vie, absolument, elle a été au Ritz, et elle passait pour aller dans son studio surveiller évidemment tout ça. Donc Chanel aussi, c'est vraiment là sa présence. C'est l'un des grands fantômes du Ritz. Et après, vous m'avez dit, eh bien, en son Hemingway. Alors Hemingway, quand il a écrit Paris était une fête, vous savez, les Américains, les écrivains noirs, parce qu'ils fuyaient le racisme en Amérique, et tous les autres, les Gertrude Stein, les Henry Miller, les Hemingway, Paris est une fête. Et donc, il venait aussi au Ritz. Et c'est très intéressant, quand il a suivi la division Leclerc-Hemingway, vous savez, quand les Américains libéraient la France en 44 puis 45, après le débarquement. Et donc, la plupart des journalistes, Hemingway était reporter, grand reporter, ils allaient jusqu'en Allemagne. Et en fait, quand ils sont arrivés à Paris, Hemingway a dit, non, moi je vais libérer le Ritz. Oui, il s'en est glorifié. Ah oui, ouais. Il a foncé dans le Ritz avec sa mitraillette, il est allé prendre une chambre au Ritz, il l'a occupée, et aujourd'hui d'ailleurs au Ritz, pour quiconque vient à Paris et va à Place Vendôme, il y a le bar Hemingway, bien sûr, oui, où il y a sa machine à écrire, où il y a, etc. Et voilà, vous avez, c'est ça qui est extraordinaire, je veux dire, Céline, dans ces hôtels mythiques, voilà, pour parler du Ritz, par exemple, vous voyez, ces gens-là, eh bien, quand vous entrez là, que vous n'êtes plus à Paris, vous êtes ailleurs et vous avez ces fantômes, merveilleux fantômes qui viennent à votre rencontre. Et oui, et des personnages historiques, parce qu'effectivement, le maître d'hôtel, vous le racontez dans votre livre, André Berkoff, qui vous a raconté qu'un milliardaire qui était souvent ivre-mort le soir exigeait que Napoléon descende de la colonne Vendôme pour lui parler, raconter. Oui, alors là c'est formidable, ça c'est un des maîtres d'hôtel qui m'avait raconté ça, c'est une anecdote, donc il y avait un Anglais très, mais le soir il était bourré comme un coin comme ça, et puis il avait Vendôme, il dit, dites-moi, Napoléon là, il redescend quand de la colonne? Il dit, je sais pas monsieur, je sais pas, il voulait pas le contrarier, mais là il peut, il dit, écoutez, il faut absolument que je le voie, il faut qu'il descende parce qu'il faut que je le voie. Le type il était raide bourré comme ça, et il attendait que Napoléon descende de sa colonne. Et dernière chose qu'il faut raconter aussi, vous savez que le Ritz avait une cave extraordinaire, une cave à vin, à liqueur, etc., mais fabuleuse. Quand les Allemands ont occupé Paris, donc en 40, de 40-44, ils ont occupé le Ritz aussi, notamment. Eh bien, le personnel du Ritz a enterré la cave dans des souterrains en béton, et jamais les Allemands n'ont pu effectivement mettre la main sur les fabuleuses caves du Ritz. Alors, deuxième étape de votre voyage, ce tour du monde, André Berkoff, c'est le Carlton de Cannes, qui est un joyeux de la Croisette, qui a fêté son centenaire en 2023. Et racontez-nous, parce que cet hôtel est né d'une passion amoureuse interdite, et ce, entre le grand-duc Michel de Russie, qui était le petit-fils du tsar, et Sophie de Merenberg, qui était roturière. C'était la petite-fille de l'écrivain Pouchkine, et lui, ce grand-duc, a renoncé à son titre de tsar pour elle. Oui, tout à fait. Il ne pouvait pas, personne ne voulait l'abriter, etc. Et il a décidé de construire effectivement le Carlton de Cannes, et il a vraiment financé la quasi-totalité de la construction de l'hôtel, qu'il a nommé Carlton, ce qui veut dire en scandinave homme libre. Carlton, voilà. Et je rappelle qu'il a ouvert en 1913 le Carlton. Le Carlton, vous savez que ça a été extraordinaire. On va parler des coupoles, Céline. Alors, les deux coupoles du Carlton de Cannes, tout le monde a vu les photos du Carlton de Cannes, il y a deux coupoles. Eh bien, on dit que l'architecte s'est inspiré de la poitrine de la belle Otero, qui était une grande égérie de l'époque, pour ériger les coupoles d'angle du palace. Alors voilà, vous arrivez à Cannes, vous regardez, vous avez la reproduction presque en live, j'allais dire, des seins de la belle Otero. Qu'est-ce que ça devait être, la belle Otero? Mais évidemment, c'est lié, comme vous le savez, au cinéma. Et oui, au cinéma, au festival, effectivement, la première édition du Festival de Cannes qui a eu lieu en 1939. L'acte 2 aura lieu donc en 1946. Et à cette époque, déjà, eh bien, les stars américaines étaient déjà toutes logées au Carlton, excepté, André, les acteurs de série B. Oui, il y a une histoire assez formidable là-dessus, parce que la direction du Carlton nous l'a bien raconté, ils étaient évidemment cofinanceurs de la manifestation à l'époque, bien sûr. Alors pourquoi il y a eu l'interruption? C'est vrai qu'il y a eu 39, et puis il y a eu la guerre, donc évidemment ils ont repris après la libération. Alors, le contrat était simple, on vous amène Marlon Brando, Grégory Peck, Arletty, Pierre Brasseur, tous, James Stewart et compagnie, mais vous les logez gratuitement, le prestige paye, et évidemment c'était le box-office. Et un jour, une firme américaine dit, écoutez, on reçoit, là il y a un acteur
directeur voudrait bien, voilà, il vient que vous receviez. Alors il dit comment il s'appelle. Bon, ça leur disait rien du tout. Bon, il dit, écoutez, franchement, il n'y a plus la place. On l'a mis dans un hôtel qui donnait sur la voie ferrée, espèce d'hôtel assez miteux. Le type, il reste pas longtemps. Et puis on a appris après que cet acteur de série B, c'était tout simplement Ronald Reagan, le futur président des États-Unis. Mais il se vengera pas. Il reviendra au Carlton. Il dit oui, j'aurais pu le bombarder, mais non, je préfère y habiter. Comme l'avait effectivement à une époque Mussolini, vous le racontez aussi, André, il avait effectivement menacé de raser le Carlton à une époque. À l'époque où il était un jeune journaliste. Alors, autre personnage célèbre qui ont marqué l'histoire de ce palace, André, c'est Giono. Oui, absolument. Giono, parce que Giono, il est de la Provence. Vous savez, il a écrit Le Hussard sur le toit. Il raconte effectivement la saga du choléra qui, en 1834, ravage la Provence. Giono a joué un rôle très important. Mais la chose la plus importante qu'il faut dire sur Cannes, parce que Cannes, c'est le festival, c'est quand même le plus grand festival, le plus connu du monde. Et le Carlton, maintenant, il y a énormément d'hôtels partout à Cannes. Enfin, à Cannes ne manque pas d'hôtels et d'hôtels de luxe, c'est remarquable. Mais le Carlton, encore une fois, vous savez, je reviens à ça, c'est l'empreinte et les fantômes. Il y a aussi ces photos incroyables que l'on voit partout, les gens qui ont séjourné. Alors, encore une fois, les plus grandes stars du cinéma mondial viennent là. Alors, on a vu des histoires incroyables, par exemple, Robert Mitchum, le grand Robert Mitchum, qui un jour s'éprend d'une jeune starlette, et on les voit sortir pratiquement nus du festival. Ils avaient eu une nuit très arrosée, très bourrés, et puis on les voit sortir en plein Carlton, ils descendent l'escalier comme ça, et ça a fait un léger scandale, mais attention, on était à Cannes, et Cannes, tout est permis pendant le festival. Et oui, on peut dire que l'hôtel Carlton reste quand même la grande dame de la croisette. Alors après la France, André Berkoff, c'est en Angleterre que vous êtes parti, notamment à l'hôtel Savoy de Londres. C'est vraiment un lieu unique, c'est le premier hôtel de luxe à avoir été construit au Royaume-Uni en 1889, et le seul palace à être effectivement situé sur les rives de la Tamise. Qu'est-ce qui fait la légende de cet hôtel, Alors, André ? ce qui fait la légende de cet hôtel, d'abord, c'est l'hôtel incroyable. Il est situé effectivement sur les rives de la Tamise, et d'un côté, c'est le Strand, qui est une des plus grandes avenues de Londres. Alors, le Savoy, on pourrait passer 2 heures à parler du Savoy, tellement de choses se sont passées. Je voudrais en retenir quelques-unes. D'abord, encore une fois, si vous allez à Londres, allez au bar du Savoy, qui est assez extraordinaire lui-même en tant que tel. Mais je vais vous dire, c'est là où on a vu qu'on pouvait tout faire si on avait les moyens. Par exemple, quand le Maharaja de Baroda, vous savez, c'était le temps des grands rajas de l'Inde, arrivait au Savoy, il passait 3 semaines, et il demandait que tout le couloir de là où était sa suite soit absolument fleuri tous les jours d'œillets frais. C'est-à-dire qu'il commandait tous les matins, 3000 œillets frais étaient commandés pour le prendre. Après, la cantatrice, par exemple, Luisa Tetrazzini et d'autres, était venu avec son crocodile. Oui, il est venu avec son crocodile. Eh ben, il y avait le bassin pour le crocodile et les lapins pour nourrir le crocodile. Par exemple, il y avait alors, elle arrivait, par exemple, elle, avec 10 Pékinois, 5 perroquets, son crocodile. Eh ben, on l'accueillait. Si vous voulez, c'est ça qui est extraordinaire dans un palace comme ça. Toutes les fantaisies sont exaucées. Tous les moyens. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait, par exemple, un jour, on va faire le carnaval de Venise. Ils ont noyé toutes les approches du Savoy, et il y avait les gondoles. Voilà. Tout est possible à partir du moment où vous avez... Et alors, je voudrais raconter quand même un truc extraordinaire. Il faut se rappeler, évidemment, en 40-44, c'est le Blitz, c'est le bombardement à Londres, tous les jours, ça a été terrible, il faut savoir, l'Europe était tombée, il n'y avait que l'Angleterre qui tenait encore, et donc, Churchill, qui était le Premier ministre de l'époque, allait le soir, ils allaient dans les sous-sols du Carlton, qui était un peu protégé, dans les bunkers, manger. Et un soir, ils sont là, avec son état-major, et il se constate que ils sont 13 à table. Et Churchill a dit, c'est pas possible. Moi, je peux pas dîner 13 à table. Ça va pas du tout sur toi en ce moment. Et elle a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, le directeur de l'hôtel a une idée. Il y avait un chat mascotte, un chat en bois qui s'appelait Casper. Casper le chat était là. Une sculpture, une sculpture, voilà, en bois. Et alors, on a amené Casper le chat. On l'a
on l'a assis sur une chaise, on lui a mis une serviette au cou, et voilà, ils étaient 14, donc ils ont pu dîner. Et oui, un convive, on peut dire, d'autant plus agréable qu'il ne vous bassine pas avec un discours oiseau, André Berkoff. C'est pour résumer la situation, c'est un peu ça, non? C'est extraordinaire. C'est ça. Cette On anecdote. peut tout faire et on peut tout avoir. Et c'est ce sentiment, même si en confort, on n'a pas le quart du centième de la fortune du Maharaja ou de la cantatrice, on peut s'imprégner de cette espèce d'éternité, même éphémère, qui est dans ces hôtels-là. Et oui, et dans cet hôtel à Londres, André, c'est là qu'est née la fameuse pêche Melba. Absolument, Ouais. c'était la Melba Liston, c'est elle qui a demandé, elle a dit, moi cantatrice, j'adorais ça. oui, autrichienne. Et la pêche Melba est née de Melba Liston. Et enfin, dernière histoire qu'il faut raconter, qui est magnifique, c'est l'histoire d'amour entre Maria Callas et Aristote Onassis, hein, la grande Maria Callas, la diva, et le milliardaire, le multimilliardaire Aristote Onassis. Et c'est intéressant parce que tous les deux étaient mariés, respectivement. Et donc, quand leur aventure est commencée, ils se retrouvaient au Savoy, et l'un venait par la Tamise, et l'autre venait par le Strand. Ils n'entraient pas ensemble, ils entraient par les deux, justement, opposés du Savoy. Et par les escaliers de service, j'imagine. Mais ouais, oui, pour en que- tout cas, voilà, Ouais. ils filaient leur parfait amour au Savoy en entrant de... Et ça a été très très important, puisqu'on sait ce qui s'est passé entre Callas et Onassis. Oui, André Berkoff, dans un instant sur Sud Radio, eh bien, nous allons continuer ce tour du monde des hôtels mythiques que vous avez fait, je rappelle, pendant 2 ans, et vous allez nous emmener à Marrakech, à Jérusalem, à Hong Kong, puis... Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. The rain comes falling from the sky. Paul McCartney sur Sud Radio, André Berkoff. Eh bien, c'est à la Mamounia de Marrakech qu'il a écrit cette chanson, et ce en 1973, alors qu'il séjournait donc régulièrement dans ce palace, André. On peut dire que cet hôtel a vraiment inspiré de nombreuses personnalités, notamment Hitchcock. C'est là qu'il a eu l'idée de faire son film sur les oiseaux. Absolument. Ouais. Hitchcock était venu, comme on l'a dit, pour tourner The Man Who Knew Too Much, l'homme qui en savait trop, avec, je rappelle, Doris Day, James Stewart et Daniel Gélin. Et puis le matin, et c'est vrai, on est réveillé par les oiseaux. Et Hitchcock, il avait son balcon un peu sur les jardins de la Mamounia, et il voit ces oiseaux, et il y a vraiment des jaracas, il y a de tout. Il y a vraiment je ne sais pas combien de centaines de variétés d'oiseaux qui pullulent dans les jardins de la Mamounia, et ça lui a inspiré le fameux film, évidemment, Les Oiseaux. Alors c'était beaucoup plus lugubre et terrible que ce qu'il avait vu, mais The Birds, les fameux Les Oiseaux, eh bien, ça l'a inspiré là. Et puis, il faut rappeler quand même, à part Orson Welles et compagnie qu'on a parlé, c'est vrai que Colette était cliente assidue de cet hôtel, hein, et elle écrivait ceci quand elle était avec Cécile Sorel: ici la sombre amphore féminine convient au bleu brutal des ombres, au vert forcé des feuillages, comme au rose terreux des édifices, à la touche de jasmin jaune qui couvre le coquillage d'une ténébreuse oreille. Et je rappelle que Brel, il disait aussi: la Mamounia reste le rêve civilisé que l'on souhaite croiser le plus souvent. Ici, on trouve tout ce qui peut manquer à un homme du Nord. Je dirais peut-être un bémol quand même, c'est que la Mamounia a connu beaucoup de changements. Et par rapport aux premières fois où je suis allé à la Mamounia, c'était dans les années 75, 70, 75, 80, il y a eu, je dirais, de la modernisation qui m'a pas paru de la meilleure eau. C'était magnifique dans son côté arabe mauresque, la Mamounia, et en tout cas ça reste évidemment un endroit de légende. Et oui, ça reste vraiment un siècle d'excellence, cette adresse, cette sublime adresse, hein. Je connais cet endroit à Marrakech qui est vraiment splendide. Alors après le Maroc, André Berkoff, vous avez été en Égypte puis en Israël, notamment au King David de Jérusalem, qui lui date de 1931. Cet hôtel est à proximité donc des lieux saints, et il n'est pas un hôtel comme les autres. Ah non, en quoi non. son histoire est si particulière? Il n'est pas un hôtel comme les autres. Ouais. D'ailleurs, effectivement, comme les autres, simplement, toutes les personnalités qui viennent en Israël vont au King David, et aussi à l'American Colony du côté de la zone, enfin, du côté de la zone arabe, et si vous voulez, c'est là où Laurence d'Arabie a séjourné longuement. Mais je dirais ce qui est extraordinaire dans le King David, faut le rappeler, c'est le seul hôtel au monde à avoir été en partie
partie détruit par un attentat terroriste fomenté, permettrait, par celui qui allait devenir Premier ministre d'Israël et qui s'appelait à l'époque Menahem Begin, et qui était de l'Irgun, et qui allait recevoir dans ce même hôtel, l'un de ses ennemis jurés, Anwar el-Sadat. Et je me rappelle, moi, Céline, vraiment, j'étais pour VSD en 1977, je crois, ou 118, je ne suis plus sûr de l'année, quand Sadat est venu à Jérusalem, quand le président égyptien, et c'était incroyable, cette atmosphère des 3 jours où Sadat était venu à Jérusalem, on croyait que la paix allait avoir lieu, ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà. Mais en fait, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était l'époque où, avant l'indépendance d'Israël et avec la guerre, ces guerres-là de l'époque, c'est vrai que Menahem Begin était un terroriste. Enfin, il dirigeait un terroriste. Il était contre Ben Gurion et la Haganah, et ça a joué un rôle extrêmement important. Et oui, effectivement. Et il faut rappeler, André Berkoff, que c'est le 22 juillet 1946 que l'Irgun, donc le mouvement de Begin, a décidé effectivement de supprimer cet hôtel qui est le symbole, en quelque sorte, du mandat britannique. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'officiers britanniques qui étaient là. Donc depuis 1923, exactement. Ils ont fait sauter une aile entière de l'hôtel. Ça, on sait, ça a été reconstruit depuis, mais aujourd'hui, c'est évidemment des personnalités d'un peu partout, que ce soit acteurs, politiques, comme dans tous les palaces qui viennent. Eh oui. Alors, en Asie, vous avez aussi parcouru, André, l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, le Sri Lanka, mais aussi la Chine, où vous avez séjourné au péninsula de Hong Kong. Alors, comme tous les clients, j'imagine, de ce palace, vous avez été reçu à l'aéroport en Rolls-Royce. Absolument. Ouais. Alors, le péninsula de Hong Kong, vraiment, je conseille à quiconque va un jour en Chine d'aller au péninsula. C'est un hôtel incroyable, espèce de palace incroyable. Il y a plusieurs choses à raconter. D'abord, effectivement, ils ont une flottille de 14 Rolls-Royce et vous êtes reçus, les invités, enfin ceux qui arrivent, ils sont reçus à l'aéroport, on vous met dans le palace, déjà, vous faites milliardaire, même si vous n'avez pas la moitié du quart de ce qu'ont les milliardaires. Et puis ce qui est extraordinaire, 2 choses d'abord, et il racontait ça, c'est que ce palace aussi, qui a plus d'1 siècle, quand on arrivait dans le lobby, un gigantesque lobby, alors, il y avait un peu de tout, hein. Vous savez, il y a, je dirais, les joueurs. Macao n'est pas loin, bien sûr. Il y a les femmes dites de mauvaise vie. Alors, les femmes dites de mauvaise vie, les prostituées, puisqu'il faut les appeler par leur nom, étaient dans le hall à gauche, et les touristes étaient reçus, enfin, les touristes, les voyageurs étaient reçus dans le hall à droite, et une américaine, un jour arrive furieuse, elle s'était mise dans le hall à gauche, elle ne savait pas du tout, elle a dit, mais j'en ai marre, qu'est-ce que c'est que ce pays, on vient de faire des propositions, combien tu prends, combien tu vends, et pourquoi, et c'est quoi tes spécialités? Elle était folle de rage, il dit, mais madame, où vous êtes assise? Elle me dit, je suis assis dans le lobby. Oui, non, mais c'est le lobby, celui-là, pour un échange, un système d'échange très particulier. Et je dois dire que tous les acteurs, les stars sont passés par là. Il faut que je raconte l'histoire d'Errol Flynn. Errol Flynn était une grande vedette américaine des années 50, 60. Et allez, on peut le raconter, ça. La particularité d'Errol Flynn, c'est de jouer la marche turque de Mozart avec un de ses organes préférés, vous voyez. Et comment est-ce possible? Eh ben, écoutez, apparemment, c'était possible. En tout cas, il y a eu des témoins oculaires qui ont raconté qu'il jouait, voilà, avec l'un de ses organes, qui est, je ne sais pas, voilà, c'est ce qu'on appelle l'érection sentimentale, peut-être. Et puis, je dois dire qu'il y a une chose extraordinaire aussi là-bas. C'est ce qu'a fait le restaurant-café Philippe Stark, qui a fait un restaurant magnifique au 17e étage, vraiment où les murs bougent, où les murs changent, et il faut aller aux toilettes là-bas, parce que les toilettes sont entièrement transparentes, mais vraiment que du verre. Et vous avez l'impression, voilà, quand vous êtes là-bas et que vous faites une pause technique, eh bien, vous avez l'impression d'arroser la ville. Et je vous assure que arroser Hong Kong comme ça, c'est un sentiment procure une certaine euphorie. Oui, péninsula, c'est énorme. Au-delà de ça, c'est quand même, comment dire, un must de l'innovation culinaire. Absolument. Il y a quand même il y a 3 restaurants. Non, 9 restaurants, tout exceptionnel. Ah oui. Depuis, effectivement, ils ont du français au chinois. Exactement. Toutes les cuisines, effectivement, du monde entier sont servies dans cet hôtel mythique. Alors,
autre hôtel mythique qui vous a marqué, André, en Asie, c'est le Continental de Ho Chi Minh. Oui. Cet hôtel a vraiment tenu une place importante dans la vie sociale et politique donc de Saigon à l'époque donc coloniale française. Racontez-nous laquelle. Alors, très important. Alors, c'est pas un palace en tant que tel. Non, c'est un 4 étoiles, mais qui est vraiment... rue Catina à l'époque. Et il faut dire que ça s'appelle toujours le Continental. Et à l'époque, c'était pas Ho Chi Minh City, c'était Saigon, bien Exactement. sûr. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu deux guerres terribles. Il y a eu la guerre d'Indochine, bien sûr, et puis il y a eu la guerre du Vietnam. Je veux dire, la guerre Indochine, les Français, et qui a fini à Dien Bien Phu, on se rappelle, et puis la guerre du Vietnam, les Américains. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le début des guerres, de deux guerres, qui ont à quelques années d'intervalle, eh bien, tous les correspondants du monde venaient et ils étaient à l'hôtel Continental. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a un très grand journaliste, mort depuis, paix à son âme, qui s'appelait Lucien Baudard. Et j'ai rencontré pas mal de journalistes qui, eux, étaient sur le terrain, Schanderfer et compagnie. Baudard préférait rester à l'hôtel. Il attendait le retour des correspondants. C'était la guerre du Vietnam, là. C'était la guerre. Et il attendait. Alors, comment ça s'est passé? Et il était correspondant de France Soir, à l'époque, pour le Vietnam. Et il disait, alors, il disait, j'étais sous les balles et j'ai vu ça et j'ai vu ça. Le soir, il envoyait comme ça ses courriers. Voilà. Mais tout... Les écrivains, les journalistes, les politiques, bien sûr, les espions, les trafiquants, les notables, ils étaient tous là. Tout. Ouais. Vous aviez, et d'ailleurs, tous les écrivains américains, les Graham Greene, les Clancy sont venus, et vous avez le nombre de romans qui ont pour siège de l'hôtel, le Continental, et c'est énorme. Donc vous avez quelque chose d'extraordinaire, et vous savez, avant, maintenant c'est fini. Je me rappelle quand je suis venu, vous aviez devant l'hôtel les tuk-tuk, vous savez, les bicyclettes qui vous emmenaient un peu partout, les tuk-tuk comme ça, qui sont au Vietnam, au Cambodge et ailleurs. Et oui. Et c'est assez extraordinaire parce que l'histoire... On ne peut pas raconter l'histoire de la guerre d'Indochine et puis de la guerre du Vietnam sans évoquer le Continental. Et là aussi, voilà, c'est un qui était surnommé à l'époque, effectivement, Radio Catina, André. Radio Catina, oui, c'était la rue Catina. Donc, tout le monde s'envoyait, s'échangeait les informations de Radio Catina. Et oui. Et le barman de cet hôtel vous a raconté une anecdote à propos d'André Malraux, qui était à l'époque un inconnu, jeune écrivain sans le sou, qui était de retour d'Angkor. Racontez-nous cela, André. Oui, c'est très intéressant. Avant, je voudrais juste évoquer l'écrivain Graham Greene, vous savez, le Quiet American. Et il a eu il dit la dure loi du couvre-feu, parce qu'évidemment, il y a couvre-feu en pleine guerre, les contraints à cuver leur alcool, c'est sale type bruyant du Continental. Lui, il n'aimait pas ça du tout, parce qu'évidemment, il se bourrait la gueule le soir parce qu'il ne pouvait pas sortir, et c'était un peu bruyant. Et voilà, et Malraux, lui, effectivement, à 20 ans, 21 ans, il est allé à Angkor, Angkor c'est le Cambodge, et il avait effectivement volé quelques statuettes mères dans le temple de Manteresie. Il était parti avec sa femme Clara et un ami. Il avait 21 ans, oui c'est ça, 21, 22 ans. Il se dit, allez, on va se voler des statues d'Angkor, du fameux temple d'Angkor, et le revendre à des collectionneurs fortuné. Il avait été effectivement condamné, André Malraux, à 3 ans de prison ferme, c'est exactement. Ça. Et en fait, ça a été réduit à une amende. À une amende, exactement, effectivement. Et 35 ans plus tard, il faut le préciser, il deviendra ministre des Affaires culturelles de Gaulle, André. Oui. Comme quoi, oui, ça sert de prendre quelques statues khmères, on ne sait pas où ça arrive. Ah oui. Alors, reparlons de cet André, de cet hôtel dont vous avez dit un mot il y a quelques instants sur Sud Radio, l'Oriental de Bangkok, où il faut absolument au crépuscule voir le soleil se coucher sur le fleuve Chao Phraya en écoutant le pianiste du bar égrener ça. The evening breeze caress the trees tenderly. The trembling trees embrace the breeze. Alors, Tenderly, ça vous rappelle de bons souvenirs, André Berkoff. Non seulement ça me rappelle de bons souvenirs, mais ça me rappelle très exactement la fois où je suis rentré dans cette aile mythique de l'Oriental, qui date, je le rappelle, cette aile-là, cette partie de 1888.
eh bien le barman, eh bien il chantait Tenderly au piano. Et vous avez vraiment cette époque incroyable, et il faut venir. Alors je veux dire, si vous allez là-bas, venez avec des livres. Par exemple, qui a séjourné longtemps à Bangkok, à l'Oriental, c'est évidemment Conrad, le grand, hein, le grand Conrad, Joseph Conrad, qui a écrit plusieurs livres, effectivement là-bas. Romain Gary est passé, Tennessee Williams, Gore Vidal, Barbara Cartland, et Joseph Conrad a écrit Lord Jim là-bas, il est passé 2 semaines, et vraiment c'est comment dire, encore une fois, je me répète, mais vous n'êtes plus en 2025, vous n'êtes plus à l'époque, vous ne pensez plus à l'été ou à l'hiver, vous êtes là, et vous êtes, je dirais que ces hôtels mythiques arrêtent le temps. Pendant, encore une fois, une période éphémère, mais pendant que vous êtes là, pendant que vous écoutez cela, pendant que vous sirotez un bon cocktail, et je vous assure que ces hôtels ont aimé les meilleurs barmen du monde, qui vous concoctent des breuvages absolument sublimes, et vous êtes ailleurs. Et oui, ailleurs. Petite anecdote très originale que vous racontez aussi, André Berkoff, c'est que dans cet hôtel, après la mort de Félix Faure en 1899, sa maîtresse a dû s'y réfugier. Et oui, vous savez que Madame Steinheil, pour l'appeler par son nom, avait effectivement, en prodiguant quelques caresses et quelques câlins au président Félix Faure, eh bien, hélas, crise cardiaque, il était mort, et c'est là quand même où les grands mots, c'est magnifique, c'est que un médecin est arrivé, et il dit, est-ce que le président a-t-il encore sa connaissance? Et il dit non, elle est partie par l'escalier de service, vous voyez. Et ce qu'on a dit, le Canard enchaîné, ou un journal satirique de l'époque, a écrit le lendemain de sa mort, on le croyait César, il n'était que Pompée. Voilà, c'est une histoire effectivement. Et oui, une histoire terrible, parce qu'il faut rappeler que effectivement l'affaire Steinheil a été quand même l'un des faits divers les plus sordides du XXe siècle, André Berkoff. Bon, aujourd'hui, c'est très dépassé tout ça. Hein. Oui, mais quand même, il faut le signaler, le rappeler du moins. André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio, et là vous allez nous emmener en Argentine, au Brésil, et si on a le temps, à Los Angeles. Alors restez avec nous, on fait une toute petite pause. Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Astor Piazzolla sur Sud Radio, André Berkoff en Argentine. Cette danse qui est une danse populaire, donc elle est plus qu'une tradition, on peut parler de religion. Je ne sais pas si c'est tradition ou religion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je suis arrivé justement pour aller à Alvear Palace, à Buenos Aires, dont on parlera, j'ai entendu comme ça des accents de tango, et c'était au premier étage, c'était une milonga. Milonga, c'est une espèce de boîte, et c'était une boîte voilà, où les gens vont danser. Je ne sais pas si c'était un vendredi ou un samedi, mais je vous assure, c'était un spectacle extraordinaire. Vous aviez des gens qui avaient entre 70 et 80 ans, ou 60 et 80 ans, sapés, habillés de façon absolument princière, les hommes et les femmes qui dansaient ce tango argentin qui n'a rien à voir avec le tango qu'on peut voir dans des boîtes ou qu'on peut voir même dans des films. C'est absolument magnifique. C'est vrai que le tango, comme on disait, c'est un long désespoir qui se danse. Oui. C'est nostalgique, c'est très très fort. Et je dois dire que voilà, c'est la danse des voyous des bas quartiers, et c'est devenu évidemment, comme vous dites, presque une religion. Et oui, et une danse, il faut le rappeler, qui est née dès le 19e, André Berkoff. Alors vous le disiez il y a un instant, donc à Buenos Aires, c'est à l'Alvear Palace que vous avez séjourné. C'est vraiment l'un des plus beaux palaces de cette ville qui est la capitale, il faut le rappeler, du tango, capitale mondiale du tango. Il y a un écrivain célèbre qui a séjourné lors d'une tournée dans les années 40. Oui, je dirais un auteur célèbre. Alors c'est intéressant, à chaque fois je dis ça, il faut savoir quand même
même, je le dis pour vous, auditeurs résistants de Sud Radio, c'est que dans ces hôtels, il y a des archives. La plupart du temps, il y a quelques hôtels, il n'y avait rien. Mais la plupart des hôtels, c'est formidable. En un siècle, on conservait des photos, des documents, des signatures. Et c'est ça qui nous nourrit, vous voyez, c'est extraordinaire. Par exemple, juste, je fais une incidente au Habana Libre de la Havane, hein. C'était le grand hôtel de la Havane. En 46, avant Castro, il y a eu la réunion des plus grands mafieux de New York qui faisaient des séminaires à la Havane, les Al Capone et Lucky Luciano et compagnie. Mais pour revenir à l'Alvear Palace, je regarde les archives et je vois Louis Jouvet. Et Louis Jouvet, mais qu'est-ce qu'il fait là, Louis Jouvet? Et je demande au directeur, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Ah, il me dit, mais vous savez, nous avons un théâtre au sein de l'Alvear Palace, et quand les Allemands sont arrivés, Louis Jouvet avec sa troupe sont partis en Amérique latine et sont restés 4 ans en Amérique latine. Et donc, vous avez ces photos extraordinaires de Louis Jouvet et sa troupe en train de jouer Molière, en train de jouer Musset, en train de jouer Corneille et Racine, vous voyez. Pendant 4 ans, Louis Jouvet était en Argentine, au sein de l'Alvear Palace et au sein de cette région incroyable. Et oui, après, il a été au Chili, il a été effectivement à la Havane aussi, André. Il a été partout, Louis Jouvet, mais c'est ça qui est extraordinaire. Je parle de ça parce que c'est vraiment le cœur du cœur de savoir que ces hôtels, c'est la mémoire, non seulement, je disais la mémoire des palaces, mais c'est la mémoire d'une ville, d'une nation et d'un pays et de sa culture. Et oui, et le Copacabana Palace de Rio de Janeiro, André, pareil, longue histoire, ce palace. Fabuleuse histoire du Copacabana Palace. Et là, vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer, je demandais toujours, est-ce que les vieux concierges qui sont à la retraite sont là? Et je suis tombé sur un concierge qui avait à l'époque, et il doit maintenant 90 ou 96 ans, qui m'a raconté des histoires incroyables aussi. Vous savez, on peut passer des heures à les écouter, et notamment comment il était allé à New York pour demander à Edith Piaf de venir chanter au Copacabana Palace. Elle est venue. Alors, elle avait à l'époque son mari, c'était Jacques Pil, son amant, c'était le contrebassiste de l'orchestre. Et elle a dit, ah ben allez, on va aller se passer une semaine à la plage brésilienne. Elle dit, Charles va nous préparer tous les trucs. Et Aznavour. C'était Charles Aznavour, absolument. Eh oui. Alors, autre étape que vous avez fait en Amérique, André Berkoff, c'est à Los Angeles, au Château Marmont. Vous avez à peine 1 minute pour nous dire en quoi cet hôtel est le miroir de la légende d'Hollywood. C'est un peu court, mais le Château Marmont, c'est le château qui ressemble à un château d'ailleurs français. Château d'Amboise, André. Voilà, c'est la réplique conforme. Voilà, c'est la réplique du Château d'Amboise. Ouais. Alors là, écoutez, vous ne pouvez pas, si vous allez à Los Angeles, vous passez par Sunset Boulevard et vous allez au Château Marmont, encore une fois, ne fût-ce que prendre un verre. Tous, les Humphrey Bogart, Orson Welles, Howard Hughes, Marilyn Monroe, James Dean, Rita Hayworth, tous sont passés par là, tous. Les Robert De Niro, évidemment, Montgomery Clift, Greta Garbo qui venait là, c'était extraordinaire. Tous sont passés par là et il y a eu des histoires très fortes, des drames. Et le Château Marmont, c'est très drôle. Vous avez vraiment la quintessence d'Hollywood avec ses frasques Hollywood-Babylone et ses génies. Et oui, c'est le moment, André Berkoff, de souhaiter aux auditeurs de Sud Radio un très bel été, André. Mais non seulement c'est la dernière de la saison, les plus longs voyages, les meilleurs voyages possibles, les meilleures vacances possibles. Et puis, écoutez, j'espère à bientôt, si la Providence le veut. Et de toute façon, n'oubliez pas, on a besoin de vous. Et vous êtes avec nous et sans nous, on ne pourrait pas faire ce que nous faisons. Et merci, encore une fois, je le dis, je le répète, merci de vos remerciements, merci de vos encouragements. Comme vous le dites, ne lâchez rien et restez là et continuez et faites ce que vous faites. Et ben pour nous, c'est le plus beau des dopages.